Aujourd'hui, nous allons parler des bêta-lactamases. Alors, c'est une histoire qui peut paraître un peu aride quand on le dit comme ça, mais qui est une histoire très très intéressante parce qu'elle illustre vraiment un des biais scientifiques et une des capacités de découverte absolument considérables. La découverte des antibiotiques, la pénicilline, son analyse date de la Deuxième Guerre mondiale, et elle a un cycle chimique qui s'appelle le cycle bêta-lactam. Donc tous les antibiotiques qui descendent de la pénicilline, de manière plus ou moins distante, s'appellent les bêta-lactamines. Très rapidement, dès qu'on a commencé à utiliser la pénicilline, on s'est rendu compte qu'il y avait des résistances. Par exemple, on pouvait utiliser la pénicilline pendant la guerre à des doses très basses, on appelait des unités, 10 000 unités, ce qui fait 10 mg, donc c'était très bas. Et les staphylocoques dorés, par exemple, étaient sensibles à ça. Mais très rapidement, ils sont devenus résistants à ces taux de pénicilline. Alors d'une part, pour beaucoup de bactéries, il a fallu augmenter la dose de pénicilline, et pour d'autres bactéries, elles sont devenues entièrement résistantes à la pénicilline, et éventuellement aux dérivés de la pénicilline. L'analyse de la résistance de ces bactéries à la pénicilline est devenue un enjeu, bien sûr, considérable, puisqu'on avait un médicament formidable qui devenait inutilisable. Et donc a été trouvée une enzyme qui coupe le bêta-lactam, qui coupe en deux, qui donc l'inactive, et cette enzyme a été appelée bêta-lactamase. Et comme l'esprit humain est ce qu'il est, finalement, ce qui intéressait à ce moment-là, c'était de savoir qu'il y avait des enzymes qui coupaient ce cycle bêta-lactam, et tous les enzymes qui ressemblaient par analogie structurelle, c'est-à-dire à chaque fois qu'on comparait que c'était presque la même enzyme, et qui découpaient les bêta-lactamines, on appelait ça des bêta-lactamases. Donc on a, nous, donné un nom à une enzyme, qui était juste une enzyme qui coupait, et donc on a, dans notre esprit, limité la fonction de cette enzyme au fait de couper les bêta-lactamines. Et ça, c'est une vision sur laquelle il faut revenir, et il faut élargir beaucoup la pensée. C'est un peu la même chose dont j'ai parlé, et je reparlerai sur le recyclage des médicaments. Les molécules qu'on a utilisées, on les a utilisées d'abord pour quelque chose, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne servent qu'à ça, et on va le voir ici pour les antibiotiques. Donc cette enzyme, en réalité, si maintenant, par nos techniques d'analyse moléculaire et d'analyse de proximité, si on regarde la proximité de ces bêta-lactamines de manière très surprenante, la pénicilline, ça ne marche théoriquement que sur les bactéries. Mais la première chose par laquelle on a tiré la ficelle, c'est qu'en regardant l'origine de ces bêta-lactamines, de ces bêta-lactamases, on s'est rendu compte qu'il y avait des bêta-lactamases chez les archées, dont je vous ai déjà parlé. Mais les bêta-lactamines ont une activité connue sur la paroi des bactéries. Et la paroi des bactéries n'est pas du tout la même que la paroi des archées. Donc c'est pas possible que la pénicilline ait une activité sur les archées. Donc pourquoi est-ce que si les pénicillines ne marchent pas sur les archées, on l'a revérifié bien sûr, ça ne marche pas du tout, pourquoi est-ce que ces archées ont des bêta-lactamases? Ça n'a pas de sens, qu'elles font autre chose. Personne ne va garder des enzymes pendant des centaines de millions d'années sans s'en servir. Donc elles font autre chose. Et puis ensuite, on a continué à creuser, et on a trouvé des bêta-lactamases dans tout le monde du vivant. Et c'est très souvent la recherche qui est comme ça c'est notre recherche à nous, ça. On ouvre la porte, et d'un coup, quand on est sorti du tunnel de les bêta-lactamases, c'est la résistance aux bêta-lactamines des bactéries,
d'un coup, il y a tout un monde qui s'ouvre. Vous avez une porte. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, parce que certains de ces papiers ont été très difficiles à publier, parce que les seules personnes qui publiaient sur les bêta-lactamases publiaient sur l'activité des bêta-lactamases sur les bactéries. Et on les rendait furieux à rentrer dans leur territoire, ce qui m'est toujours arrivé. Chaque fois que je rentrais dans un territoire de quelqu'un qui était les gens qui étaient les stars de ce territoire, en leur disant, écoutez, vous savez, il y a toute une partie que vous n'avez pas vue du tout. Vous êtes depuis 30 ans là-dessus, vous n'avez pas vu que ça, c'est une toute petite partie de l'histoire. Vous ne pouvez pas imaginer qu'ils sont contents. Hein. Les humains sont les humains. Hein. Et donc, on commence à voir, voilà, ces bêta-lactamases. Alors, on commence à regarder, et alors de manière extrêmement surprenante, il y avait un papier très joli qui avait été fait par l'équipe de Kounin, qui est le plus grand analyste de génome probablement au monde, qui avait trouvé que dans le génome humain, dès qu'il a été relargué, il y avait 18 bêta-lactamases. Et donc c'est incroyable parce que il a un papier qui date de 98 ou 99 qui dit tiens, il y a 18 bêta-lactamases chez les hommes. Il appelait ça bêta-lactamase parce que ça ressemblait, par les analyses génétiques, le gène de ces bêta-lactamases potentielles, ça ressemblait aux bêta-lactamases, et donc lui faisait juste de la notation. Hein, il disait juste, voilà, ça ressemble à ça, et lui se fichait complètement des bêta-lactamases, c'était un fondamentaliste pur, il se foutait complètement qu'on appelle ça les bêta-lactamases ou n'importe quoi. Très bien, et donc ces bêta-lactamases, pendant 20 ans, vont rester sans que personne s'y intéresse. Qu'est-ce que les humains font avec les bêta-lactamases? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. Et donc nous, on va regarder, c'est un papier qu'on a fait, et qu'est-ce qu'on fait? On regarde si les bêta-lactamases des humains, si on les exprime chez Escherichia coli, vont couper les bêta-lactamines. Et la réponse est oui. C'est-à-dire que les humains ont un matériel génétique qui leur permet de couper les bêta-lactamines, en particulier la pénicilline. Et ça explique quelque chose pour lequel on s'était trompé, nous, on a montré que c'était vrai, hein, c'est-à-dire que par exemple, si on met des pneumocoques dans des cellules humaines et qu'on met de la pénicilline à faible dose, ça ne marche pas, alors que la même dose de pénicilline sans les cellules humaines tue les pneumocoques. Donc les cellules humaines, pendant très longtemps, ceci a été interprété comme le fait que les bêta-lactamines rentraient mal dans les cellules. Mais ce n'est pas vrai. En réalité, elles rentrent dans les cellules, mais dans les cellules, elles sont digérées par les bêta-lactamases humaines. Donc il y a une résistance naturelle, de bas niveau, hein, mais il y a une résistance naturelle de l'homme à la pénicilline, à condition qu'il s'agisse de microbes intracellulaires. Donc quand ils sont à l'extérieur des cellules, les bêta-lactamines qui sont dans le sang vont les tuer, tandis que si elles sont dans les cellules, elles n'arrivent pas à le faire parce qu'elles sont détruites par nos propres bêta-lactamases, donc nos propres défenses contre les antibiotiques. Donc il y a une vraie question qui était passée complètement inaperçue alors que on avait toutes les évidences, c'est pour ça que la science est si complexe, on avait toutes les évidences, mais les gens qui avaient analysé génétiquement ça se fichaient de l'activité de ça sur les bactéries, et les gens qui faisaient les bêta-lactamases se fichaient de ce qui se passait en dehors des bactéries. Oui. Et donc c'est simplement, il faut au moment faire croiser les champs, ce qui a été encore une fois extrêmement difficile sur le plan de la production scientifique, mais on a montré ça. Et donc on a montré qu'effectivement, si on mettait des bêta-lactamines dans les cellules humaines, on digérait les bêta-lactamines, et on en a la preuve parce qu'on a analysé ensuite que ces bêta-lactamines étaient coupées en deux par ces enzymes. Alors qu'est-ce que c'est que ces enzymes? En réalité, ces enzymes ne sont pas des bêta-lactamases, ce sont des enzymes qui coupent. Voilà. Donc elles coupent, et elles coupent des cycles. Donc elles coupent entre autres le cycle des bêta-lactamines, mais elles ne coupent pas que ça. Elle coupe, en particulier, on s'en est rendu compte, parce que certaines de ces bêta-lactamases, qui avaient été analysées, pareil, par analogie avec les gènes existants dans les banques de données, avaient une activité qui était reconnue, qui n'était pas du tout celle d'une bêta-lactamase, parce que ce n'étaient pas des gens qui s'intéressaient à ça, mais d'une ribonucléase ou d'une nucléase, c'est-à-dire qu'elle coupait les acides nucléiques, les ARN ou les ADN. Et donc nous, on a regardé pour
certaines de ces bêta-lactamases que l'on a identifiées, chez les archées dont je vous parlais, chez les humains, oui, elles ont une activité RNase, elles coupent l'ARN. Donc elles ont plusieurs activités, elles coupent aussi la vitamine C en pratique. Donc tout ce groupe d'enzymes sont des enzymes qui coupent des cycles, et parmi les cycles qu'elles coupent, elles sont plus ou moins actives ou plus ou moins efficaces en coupant des bêta-lactames, mais en coupant de l'ARN, en coupant de l'ADN, c'est des nucléases, mais aussi en coupant de l'acide ascorbique, qui est la vitamine C. Et donc on est parti d'une activité monophasique, et ensuite, pendant 50 ans, les gens ne se sont plus préoccupés de savoir si ça servait à autre chose. Donc c'est très intéressant. C'est ça la science. La science, c'est de ne pas considérer que la connaissance est finie, et que donc aussi bien à la racine des choses, on s'est trompé, on est resté limité. Donc on a démontré ça chez les archées, on a montré qu'en exprimant cette enzyme chez les archées qui ne peut pas lui servir à couper les bêta-lactamines parce qu'elle s'en fiche des bêta-lactamines, eh bien il y a une activité à la fois de RNase, ça coupe l'ARN, et deuxièmement de bêta-lactamase, c'est-à-dire ça coupe les bêta-lactamines. Ensuite, qu'est-ce qu'on a montré? On s'est intéressé aux bêta-lactamases dans tous les domaines. Alors, on travaille sur les CPR, alors que ces petites bactéries. Est-ce que ces CPR ont des bêta-lactamases alors qu'elles ont des parois qui sont de nature totalement différente? La réponse est oui, et elles marchent. On les exprime, on regarde dans Escherichia coli, on regarde si c'est capable de découper les bêta-lactamines, oui, ça marche très bien, et c'est capable de couper les bêta-lactamines. C'est peut-être comme ça qu'elles arrivent à apporter quelque chose à la bactérie qu'elles parasitent, en la protégeant de la pénicilline, parce qu'elle-même, elle a une bêta-lactamase. Donc c'est peut-être une utilité indirecte de parasitisme. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? On regarde dans les virus. Alors, on revient toujours, nous, sur nos virus géants, parce qu'il y a un potentiel génétique considérable, un potentiel génétique qui est aussi grand que celui des bactéries. Et donc, on dit, est-ce qu'il y a des bêta-lactamases chez les virus? La réponse est oui, il y a des bêta-lactamases chez les virus géants. Et dit, mais alors, à quoi servent les bêta-lactamases chez un virus géant? Et ce qu'on voit, c'est qu'elles ont, une activité bêta-lactamase, donc elles sont capables de couper les bêta-lactamines, et deuxièmement, une activité ribonucléase, c'est-à-dire qu'elles sont capables de couper l'ARN. Et leur activité ribonucléase, elle est associée à la traduction dans les virus géants. Bien sûr, les ribonucléases servent à ça. Et donc, c'est un élément essentiel de la vie des virus géants, mais son activité bêta-lactamase ne doit pas lui servir très souvent. En réalité, l'activité de cette enzyme qui est utilisée, c'est notre opinion actuelle, cette activité qui est utilisée, c'est l'activité qui consiste à découper l'ARN messager. En particulier, probablement les ARN messagers de l'autre pour pouvoir privilégier ses propres ARN messagers. Donc, c'est un phénomène intéressant. On a continué, donc les bêta-lactamases, ça nous a occupé pendant 3 ou 4 ans. C'est un sujet qui est vaste à un point, et on était les seuls à l'approcher au monde, à l'approcher de cette manière-là. Le point suivant qu'on a regardé, qui nous a beaucoup intéressé, l'antibiotique et la magique boulette actuelle de la thérapeutique, c'est un antibiotique qui s'appelle l'imipenem. Cet antibiotique est un antibiotique qui est très intéressant, parce que c'est un antibiotique qui est sécrété par des bactéries. D'accord. Et donc, s'il est sécrété par des bactéries, il est sécrété par des bactéries qui, naturellement, sont assez sensibles à cet antibiotique à forte dose. Et donc, c'est un peu bizarre, parce que ça laisse penser que c'est un mécanisme suicidaire de ces bactéries de sécréter des antibiotiques qui vont les tuer. Et donc, on s'est dit, tiens, ils doivent avoir un système antipoison. Alors, le système antipoison, c'est quelque chose qui est très connu dans le monde des microbes, en particulier, c'est très connu chez les virus. Donc, c'est très connu chez les microbes. C'est-à-dire quand vous avez, pour pouvoir avoir un système d'addiction, c'est-à-dire que pour que vous puissiez rendre votre hôte prisonnier de son parasitisme, vous sécrétez un poison et vous sécrétez l'antipoison en même temps. Donc s'il vous tue, l'antipoison a une durée de vie qui est plus faible que le poison. Donc s'il vous tue,
le parasite ne sécrète plus l'antipoison, il reste du poison, et il vous tue, et vous mourrez parce que vous êtes débarrassé de votre parasite. Donc c'est un système d'addiction. D'accord ? Donc ça a plusieurs noms, mais le meilleur système compréhensible, c'est le système d'addiction. Nous, on a beaucoup travaillé sur les systèmes toxines-antitoxines, parce qu'on pense que c'est un mécanisme qui a été très sous-estimé de pathogénicité, en particulier pour les bactéries intracellulaires. Donc pour une bactérie intracellulaire, si vous avez ces couples qui s'appellent toxine-antitoxine, vous avez une toxine à durée de vie longue, une antitoxine à durée de vie courte. Si vous tuez ou si vous inhibez la production de protéines de la bactérie, vous vous suicidez. D'accord ? Et donc on a dit, bien, il est possible qu'il y ait un système de détoxification chez ces bactéries qui produisent de l'imipénème. Et on a regardé si on trouvait une bêta-lactamase pour l'imipénème, qui s'appelle la thiénamycine. Et effectivement, on a trouvé une bêta-lactamase qui est très particulière parce qu'elle est au milieu de l'opéron, c'est la succession de gènes qui permettent la création de cet antibiotique chez ces bactéries. Eh bien, il y a un morceau qui correspond à une bêta-lactamase, on l'a sorti, pareil, on l'a exprimé, et c'est une bêta-lactamase très particulière parce que, en principe, les bêta-lactamases qui coupent l'imipénème coupent toutes les autres bêta-lactamines. Mais celle-là, elle a une véritable spécificité pour l'imipénème, et elle coupe beaucoup plus volontiers l'imipénème que tous les autres. Donc les bactéries qui ont ça sécrètent de l'imipénème, qui va éventuellement leur servir à tuer leurs rivaux extérieurs, mais comme elles ne veulent pas se suicider, elles ont à l'intérieur la bêta-lactamase qui empêche de fonctionner l'imipénème à l'intérieur de la bactérie. Et donc c'est un autre mécanisme qui montre que ensuite, bien sûr, si vous comprenez que ces bêta-lactamases sont absolument partout, vous comprenez bien que la résistance aux antibiotiques, c'est d'une simplicité biblique. Il y en a partout, pour les bêta-lactamines, il y en a partout. La question, c'est juste, s'il y a une pression de sélection, et si vous arrivez à trouver un véhicule pour transférer ces gènes, eh bien, vous pouvez les transférer, et puis voilà. Donc, les bêta-lactamases ne sont pas nées du tout de l'usage des humains, qui est très récente, qui est de la Deuxième Guerre mondiale, ça a 3 milliards d'années, ces enzymes. Donc, ça a une activité polyvalente. On avait vu d'ailleurs beaucoup de ce travail avait été commencé par un travail qu'avait fait Éric Chabrière, qui avait montré qu'il avait une enzyme très ancienne qu'il avait récupéré dans un volcan aussi, donc, parce que c'est les enzymes qu'on trouve dans les bactéries qui vivent dans les zones très très chaudes sont très très résistantes, elles sont très puissantes et très résistantes. Et cette enzyme a une double activité, une activité qui coupe un certain nombre de molécules, dont des gaz toxiques, dont les organophosphorés, le gaz sarin par exemple, donc ça a un intérêt pour la biodéfense des militaires, et une autre qui coupe les molécules qui font le quorum sensing. Le quorum sensing, c'est les stratégies de meute, de groupe des microbes. Les microbes, quand ils sont plusieurs, c'est pour ça qu'on appelle le quorum sensing, quand ils arrivent à un certain niveau, ils communiquent à un certain niveau, ça attire les bactéries en leur disant « venez, il y a à manger par ici », et donc c'est ce qu'on appelle le quorum sensing. Bien, cette enzyme coupe la communication, les coups de téléphone que se donnent, ou les ondes que s'envoient les bactéries, qui sont des phéromones en pratique. Et donc il a deux activités distinctes qui n'ont rien à voir. Et donc cette équipe extraordinaire avait d'Éric avec son collègue, ça fait un très beau papier dans Nature, a montré que on pouvait reconstruire l'ancêtre commun de tout ce groupe d'enzymes qui s'étaient spécialisés tardivement, et que l'ancêtre commun avait, comme ici on a des bêta-lactamases qui ont une activité ribonucléase découpant la vitamine C, découpant les bêta-lactamines, l'ancêtre a toutes ces fonctions possibles, et ensuite il peut se passer une spécialisation dans laquelle il a surspécialisé et suractivé une des activités potentielles qu'il avait depuis le départ. Et donc tous ces enfants-là se sont spécialisés, et s'étant spécialisés, ils sont très bons dans leur spécialité, mais ils ont oublié en grande partie les spécialités qu'ils avaient antérieurement. Donc ça, c'était le point dans lequel on en était. Et puis on est revenu à l'homme, parce que ça nous intéresse, l'homme. Et en se demandant, mais à quoi ça peut bien servir
à quoi bien ça peut bien servir ces bêta-lactamases. Alors on sait qu'il y en a qui sont des ribonucléases, et puis il y a eu une question qui s'est posée, et qui est en cours de résolution ici avec Christian Deveau, qui est, puisqu'il découpe les ARN, est-ce qu'il joue un rôle dans l'immunité immorale? Alors je vais vous expliquer. L'immunité immorale, c'est très compliqué. On a mis très longtemps à comprendre ce que c'est. Il y a des petits bouts qu'on appelle des transposons, des petits bouts d'ADN dans notre génome qui crachent des ARN avec beaucoup de variabilité. Et c'est cette immense variabilité qui va pouvoir permettre d'être sélectionné dans les réponses humorales, parce que dans les réponses humorales, il y aura toujours une séquence qui correspondra à ce dont vous avez besoin. D'accord ? Donc il y a une explosion de séquences qui se passe à partir de ces transposons, et il va y avoir une de ces séquences qui va correspondre à c'est du hasard, hein, qui va correspondre à la question de l'antigène que vous lui posez et qui va donner la réponse humorale. D'accord ? C'est une chose qu'on a mis des années, celui qui a découvert ça a eu le prix Nobel, bien sûr. Pendant des années, on ne pouvait pas, la génétique traditionnelle ne pouvait pas comprendre ce qu'on appelle l'immunité adaptative, vous voyez, puisque c'était encore darwinien. Hein. Darwin, tout est dans l'interprétation de Darwin, tout est dans le génome. Donc toute cette variabilité interne qui existe là, qui existe probablement dans d'autres domaines, toute cette variabilité interne était inconcevable. Donc cette immense variabilité interne est due à ces transposons. Et effectivement, comme Pierre Pontarotti est un grand spécialiste de ces transposons, il nous a aidé à réfléchir ici sur ce domaine. Et donc, il s'est posé une question, il s'est posé deux questions. La première question, c'est, il y a une activité RNase qui est donc due à une bêta-lactamase. Maintenant, on va franchir un pas. Il y existe des bêta-lactamines qui résistent à certaines bêta-lactamases. Donc c'est la course de la reine rouge que vous expliquez. Vous voyez, hein, il y en a un qui a trouvé la parade, d'accord ? Parmi ceux-là, il y a des céphalosporines qui sont des bêta-lactamases un peu différentes, dont une est très prescrite. Et c'est intéressant parce que cette bêta-lactamine, qui est qui est une céphalosporine très prescrite, elle est associée épidémiologiquement à l'apparition très significative d'une augmentation d'un type d'infection qui sont les infections avec des champignons. Alors au début on disait c'est parce que c'est des différences de flore, ça empêche. Mais comme ça donne des septicémies et que c'est injecté par voie veineuse, il n'y a pas de flore là-dedans. Donc c'est pas logique. C'est qu'il se passe quelque chose sur le plan immunitaire. Donc nous, notre hypothèse a été que sur le plan immunitaire, cette ribonucléase, en réalité, coupait les ARN des transposons qui permettent la réponse immunitaire adaptative. D'accord ? Donc les transposons font des ARN, des millions d'ARN qui vont permettre d'avoir une réponse spécifique au bout de quelques jours. Si vous coupez ces transposons parce que vous avez une RNase, si vous les coupez, eh bien vous n'avez plus de réponse immunitaire adaptative. D'accord ? Donc ces antibiotiques, à large spectre, ont un rôle immunodépresseur sur la réponse humorale adaptative. Ce qui est une chose que, honnêtement, était assez peu étudiée. Il y a eu quelques études qui avaient été faites là-dessus, et les gens avaient... Alors ce produit s'appelle la rocéphine, ou la ceftriaxone. Il y avait des gens qui avaient dit, ici, si on fait par exemple de la... ça c'est mon ami Laurent Zidvogel, qui est immunologiste, m'avait dit, tu sais, on a fait un travail, il y a eu un travail, j'ai retrouvé le travail en question, chez la souris. Si tu fais de la rocéphine avant de faire de la vaccination pour le pneumocoque, ça ne marche pas. D'accord ? Donc ça veut dire que, et nous on est en train de refaire des expériences sur la souris avec un autre vaccin, on trouve le même résultat, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ces antibiotiques avant une vaccination, parce que ça va inhiber la réponse humorale liée à la vaccination. Donc il ne faut pas donner ces antibiotiques avant, il faut laisser au moins 15 jours, c'est des antibiotiques très longs à éliminer, avant de faire une vaccination, après ces antibiotiques. Donc c'est d'un intérêt pratique énorme. Vous voyez, donc dans la science, nous, on est parti par la curiosité parce que c'est ce qui nous guide, mais ça nous a amené, parce que moi je suis médecin, ça nous a amené à dire, mais attends, quelle est la conséquence de ça en médecine ? Et donc ça c'est un élément important de dire, attendez, les antibiotiques, les bêta-lactamines à large spectre,
il ne faut pas les donner si on a prévu de faire un vaccin dans les 15 jours qui précèdent un vaccin, parce que ça va empêcher la réponse tumorale. D'accord ? Donc c'est un point qui a été très important. Une vraie question pour conclure sur le fait que les bêta-lactamases ne sont pas du tout, et la résistance aux antibiotiques n'est pas du tout une question simple de on prescrit des antibiotiques et ça augmente la résistance aux antibiotiques. C'est pas ça. Nous, on a, parmi les choses les plus anciennes, on a fait un travail avec nos amis sur le permafrost, c'est-à-dire ces blocs de glace qui ont... Là, on a chiffré très précisément l'âge de la glace sur laquelle on a travaillé, elle a 1,3 million d'années. On a trouvé des bactéries qui sont quasiment identiques à celles qu'on a maintenant. Donc l'évolution, ça se fait pas comme ça quand même. Hein. Donc chez les hommes, oui, mais enfin chez les bactéries, l'évolution. Donc il n'y a pas de grandes règles sur l'évolution qui soient aussi simples que ce que Darwin le voyait. C'est pas vrai. Tout ça n'évolue pas à la même vitesse. Et puis dedans, on a retrouvé des résistances aux antibiotiques qui étaient des antibiotiques modernes qu'on utilise maintenant. Donc la résistance aux antibiotiques, elle peut être sélectionnée, mais elle n'est pas induite. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui existe, un potentiel génétique qui existe. Il n'y a pas de création de novo de résistance aux antibiotiques parce qu'on utilise les antibiotiques. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Donc c'est un élément qui était intéressant et qui nous a amené à d'autres réflexions sur les bêta-lactamases en général.